même si vous ne nous avez pas attendu, pour gérer ce marché immobilier en transition. Et on verra exactement de quoi il s'agit. Comme annoncé, et j'en suis ravi, il y a une co-animation qui se fait aujourd'hui avec Sébastien Doussin de WeLodge, le fondateur de WeLodge. Sébastien, on vérifie que tu es bien avec nous dans tes agences. Est-ce que tu nous entends bien et est-ce que tout va bien? Exactement, je vous entends bien, je suis là, je vous entends, je vous vois. Impeccable. Et Alors, est-ce qu'on peut compter sur toi pour des bonnes pratiques et plein de tips dans cette webconférence? Et je sais que les meilleurs, tu les délivres à la fin en plus. exactement, pas de réserve, surtout, comme je dis souvent, pas de bullshit. On va vraiment aller sur des choses qui servent tous les jours. Pas de souci, c'est un peu ma spécialité. Génial. Donc, super. Merci, Sébastien. Donc, évidemment, ça va être une co-animation avec 4 ou 5 parties. Sébastien Doussin-Willodge qui présentera tout à l'heure et nous pour Se Loger Meilleurs Agents à Vive Group, que vous nous connaissez par cœur puisque on est évidemment spécialiste de l'immobilier digital et de l'expertise data en Europe, mais vous nous connaissez en France surtout avec 2 plateformes qui vous suivent depuis près de 30 ans avec Se Loger et Meilleurs Agents près de 15 ans maintenant. Et puis, on a aussi à cœur d'innover chaque année avec, par exemple, Plateau, qui est notre dernière innovation, qui est un module en fait de prise de rendez-vous, que ce soit pour la transaction ou la location d'ailleurs, et de visite qu'on va pouvoir qualifier et organiser, évidemment, que vous allez pouvoir organiser en autonomie pour vous, que ce soit pour l'ancien et la location. Les marques, vous les connaissez puisqu'on est présent dans tous les secteurs et tous les segments, que ce soit dans le luxe, le neuf, avec Se Loger, bureau commerce, construire et tout ça. Et puis évidemment, Meilleurs Agents, le portail leader de l'estimation en ligne. Présent évidemment sur nos 3 besoins forts, en tout cas sur 3 segments qui sont la captation de mandat, avec expérience vendeur et toutes les options. Alors, j'ai juste un peu de bruit autour de moi, c'est pas possible. Donc, Ça les a captation de mandat ouais, non, mais c'est bien. On est nous aussi dans une agence, donc Eh oui. forcément, il y a des conseillers immobiliers qui viennent de rentrer là, donc Et je c'est pense qu'il y a logique, du mais bruit c'est aussi vivant, autour c'est très bien. Alain, je pense que nos téléspectateurs ont aussi du bruit autour d'eux. Voilà, ça vit. Exactement. Ouais. Exactement. Alors, j'ai désactivé les webcams ici, mais je pense pas, donc tout va bien. Donc oui, on disait, on essaie de répondre en tout cas à vos besoins ou aux besoins des professionnels de l'immobilier avec la captation de mandat et expérience vendeur que vous connaissez par cœur déjà avec Se Loger, Logikimo, Meilleurs Agents. Vous savez que 3 vendeurs sur 4 aujourd'hui commencent à estimer leurs biens sur nos 3 plateformes. La visibilité, bien sûr, avec Se Loger, Logikimo et Meilleurs Agents, avec 1 million de visites par jour sur nos 3 sites et puis évidemment de la captation d'acheteurs. Où chaque seconde, le groupe Se Loger met en relation 2 porteurs de projets. J'espère que tu utilises bien ces services, Sébastien. Bien sûr. Et c'est depuis des années, et donc il n'y a pas de souci. C'est des outils qui font partie des essentiels, en tout cas, de la panoplie du conseiller immobilier. Nous, en tant que conseiller immobilier, patron d'agence, en tout cas, on a beaucoup d'outils, énormément d'outils, et ça fait partie des outils principaux, ça fait partie des incontournables, Alors, clairement. dis-nous-en un peu plus sur toi, parce que tu vas co-animer, tu vas nous expliquer plein de choses, mais WeLodge, c'est qui et toi, tu es qui? Exactement. Alors, je pense que les gens sont pas venus véritablement pour entendre parler de moi, mais surtout aussi pour que mon expérience et ton expérience puissent leur apporter des tips pour faire face à 2023, parce qu'on va vivre une drôle d'année, je pense, mais on va vivre une année passionnante. Très rapidement, je vais me permettre un peu de présentation de mon réseau. Donc, WeLodge Immobilier, c'est un réseau qui existe depuis 10 ans. Jusqu'ici, on a été un réseau d'agences immobilières conventionnelles, classiques, et on a mis en place une mutation qui a débuté début 2023. Donc, début 2023, le positionnement de WeLodge, c'est d'être un réseau multimodèle, c'est-à-dire qu'on va couvrir tous les spectres de la profession de l'immobilier. Donc, les places d'affaires qu'on peut appeler, donc nous, qu'on appelle les arénas, et donc également un réseau d'indépendants et un réseau d'agences. Donc voilà, on est les premiers véritablement à déployer ça, et ça sera notre particularité. Et très rapidement, du coup, on a une équipe. Voilà. On a une équipe qui travaille sur ce projet tous les jours avec passion. Voilà. Donc, voilà qui est WeLodge. Et on existe depuis 10 ans. Et moi, je fais ce métier depuis 23 ans, Alain. Je suis dans le circuit comme toi depuis des années avec passion. Voilà. Et c'est ça qui nous rapproche tous les deux. C'est cette passion de l'immobilier et surtout le besoin de faire évoluer la profession et le besoin de partager tout ça. C'est vrai, au-delà de nos faits d'armes, si tu veux, et de notre expérience, tu as commencé beaucoup plus jeune que moi, certainement. Mais en tout cas, en effet, moi aussi, c'est une vingtaine d'années. Ce qui peut nous donner un peu
de recul sur, on le verra tout à l'heure, sur les différentes périodes qu'on a pu rencontrer sur des marchés vendeurs-acheteurs ou des marchés un peu différents, et que certains qui sont peut-être un peu plus nouveaux, entre guillemets, dans cette profession, n'ont peut-être pas encore connu. Et il y a des choses qui sont peut-être ressemblantes à des marchés d'il y a quelques années, entre guillemets. Donc, c'est peut-être ça qu'il est intéressant d'échanger, sachant que le contexte, il y a tellement d'angles pour le prendre, puisqu'on entend tellement de choses à travers, évidemment, surtout les émissions de radio ou de télévision ou les articles sur l'immobilier. Nous, on a pris l'angle aujourd'hui de dire que, ah, super, génial, on a vécu 2 années exceptionnelles avec 1 200 000 transactions 2021, 1 150 000 fin 2022, et ça continue jusqu'où, puisque c'est des années exceptionnelles de record. Et ben, il se trouve que depuis certainement l'été, en gros, ou le deuxième semestre, et ben, ce qui devait arriver arrivera, ou va arriver, ou est en train d'arriver. Et il n'y a rien de grave là-dedans, c'est juste une question d'adaptation. Sur évidemment un marché immobilier résidentiel où il y a un tournant, où on voit bien qu'il va y avoir un rééquilibrage, mais pas partout de la même manière, qu'il va y avoir moins de volume, certainement au moins 20%, donc il va se passer des choses. Et si à un moment donné, on ne s'adapte pas, et on va le voir avec toi sur des manières de faire, ben, il y en a qui vont certainement profiter de ce changement de marché, et puis d'autres qui vont peut-être en pâtir, entre guillemets, et on souhaite que ceux qui soient avec nous ici, puis les autres aussi, hein, et ben, puissent bénéficier entre guillemets des bonnes pratiques. Moi, j'ai pris un angle là, Sébastien, tu me diras ce que tu en penses, mais l'angle était de dire, bon, bah, il se passe des choses, oui, alors on parle beaucoup des taux d'emprunt, et puis on parle beaucoup de plein de choses, et en effet, on a des taux extrêmement, alors certains auraient pu dire anormalement bas depuis un certain nombre d'années, où il y a même eu des taux négatifs, des choses à moins de 1%, etc. Et qu'aujourd'hui, ben, on voit que les taux sur une année, il y en a qui sont passés de 1 à 2, puis à 2,5, et puis on verra si ça va à 3, et si ça va à 3,5, et si ça va à 4. Mais en tout cas, c'est pas neutre, puisque forcément que moins 1% plus 1% de taux d'emprunt va quasiment supprimer un peu moins de 10% de capacité d'emprunt. Donc forcément, ça change plein de choses. Ça change Et pas. puis, ben, voilà. Il était, pour introduire aussi le contexte, Vas-y, je t'en prie. les arbres ne grimpent pas jusqu'au ciel. Il y a un moment où cette bulle nous, on a vécu en tant que professionnels, expérimentés, en tout cas ceux qui ont du recul sur le métier, comme tu disais, on l'a vécu comme quelque chose d'anormal, hein, véritablement comme quelque chose qui ne devait pas durer. Et c'est plutôt sain, même si on a tous souffert du dernier semestre, comme tu disais très justement, c'est plutôt sain ce qui est en train de se passer. On a une régulation qui va permettre de faire atterrir un peu cette surconsommation immobilière. Et puis, ça va nous permettre surtout de refaire notre métier convenablement, correctement. Et ça va nous permettre de sortir notre expertise sur le terrain. C'est ça dont on va parler tout à l'heure. Mais oui, on a déjà vécu ces marchés-là. Ils ressemblent énormément à ce qu'on a déjà vécu et ce que tu as vu aussi de très près. Et dans ces périodes-là, c'est véritablement les stratèges, ceux qui sont passés du stade de héros au stade du stratège, on en parlera tout à l'heure, c'est eux qui ont véritablement réussi à, au contraire, non pas à subir, mais à profiter de ce phénomène de pseudo-crise, en tout cas, on va dire, d'adaptation de marché. Et alors, souvent, on parle que du résidentiel dans l'ancien classique. Et juste pour ceux, parce qu'on en a quelques-uns qui nous remontent, qu'eux font du neuf, du luxe ou autre chose. Alors, il y a un marché du neuf qui est complètement sur autre chose qu'on ne va pas développer aujourd'hui, mais eux, ils ont un souci de réservation de 20 ou 25% de chute. Donc, eux, ils sont plutôt dans un retournement, ce qui n'est pas du tout le cas du marché dans l'ancien. Donc, dans le neuf, il y a aussi des grosses adaptations à faire et des gros changements pour plein de raisons. Hausse des matériaux, artificialisation des sols, politique de la ville, etc. Le luxe, lui, continue à très bien se porter avec des investisseurs indiens, américains qui reviennent dans les grandes villes, sur les côtes balnéaires, etc. Donc, on est sur quelque chose d'à part, mais qui est de l'ordre de 10 000 transactions sur 1 100 000, 1 200 000. Donc, c'est important, c'est différent, mais voilà. Et voilà, dans les grandes lignes, au-delà du résidentiel, nous, on va se polariser là sur l'ancien et sur le résidentiel. Donc, on voit bien que souvent, on parle de est-ce qu'il y a de hausse ou de baisse de prix. Ben, on verra bien que ça, c'est la résultante et que d'abord, on a d'autres indicateurs, on va le voir, qui est la raréfaction peut-être d'acquéreurs, peut-être des stocks qui se tendent, peut-être des volumes qui sont moins importants d'annonces, et encore pas partout pareil, mais sur des marchés où s'il y a encore près d'1 million ou un peu moins, ou 950 000 transactions, ce sont des marchés très, très, très dynamiques encore, puisque
toi comme moi ou moi comme toi, Sébastien, on a connu de très belles années où de toute manière, il y avait 750, 800 000 transactions. Et si on fait bien son métier, eh bien, il y a de quoi être sur de Alors, il y a deux choses. la bonne dynamique, quoi. Voilà. On a déjà un taux de rotation qui a augmenté, on le verra après. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on consomme son logement aussi de plus en plus rapidement. Même si on aime bien rester, ça reste assez latin dans son logement, on va le consommer plus rapidement. Donc, il y a un taux de rotation avec les années qui s'accélère. On reste de moins en moins longtemps sur son lieu d'habitation. Et donc, ça, c'est ça qui va doper, bien sûr, le volume de transactions. Mais comme tu dis, on parle de 2008, juste très rapidement. Je crois qu'on était à 600 000 transactions. Je vous parle, moi, à titre personnel. J'étais directeur d'une agence immobilière où j'avais 7 personnes. C'était une de mes plus belles années. Donc, en fait, 2008 et 2009. Donc, en fait, on a toujours un SaaS incompressible en volumétrie. Aujourd'hui, on peut estimer qu'on a une volumétrie minimale sur le marché qui est à peu près à 650 000 transactions. Au-delà de ça, c'est vraiment du marché de confort. C'est ce marché de confort qui a été mis au ralenti. Mais on le voit dans nos structures. On a quand même des projets, on a quand même eu des projets, même si ce marché de confort a ralenti nos productions. Mais les indicateurs sont bons, en fait, que tu marques ici. On a un flux qui se tend, on a une volumétrie d'acquisition de transactions qui diminue très clairement. Donc, moins 15 en moyenne. Sur certaines de mes sociétés, ça peut être plus important. Sur d'autres, on a réussi à maintenir l'activité. C'est assez… d'un secteur à l'autre, d'un marché à l'autre, on a des phénomènes qui sont différents. Et puis, les scénarios que tu as marqués, je te laisse partir là-dessus, les scénarios… Sur les scénarios, si tu me laisses partir là-dessus, moi, je pars. Et j'avais imaginé, on a essayé, en tout cas en écoutant tout le monde, en échangeant ensemble, où on se dit, quand il y a 1% de taux d'emprunt qui augmente, eh ben, les Français ont pas mal thésaurisé, ceux qui peuvent en tout cas, qui ont beaucoup épargné. Donc, jusqu'à 1%, 1,2, 1,5%, si je veux acheter, ben, je continue à acheter et je vais piocher dans mes économies. Sauf qu'à un moment donné, ben, les économies, c'est encore une fois, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Je ne peux pas à chaque fois rajouter 9% de capacité d'emprunt dans mes économies. Donc, ben, c'est là où soit il va y avoir des réajustements de prix, soit il y a des vendeurs qui, et en même temps, peut-être reporteront, décideront pas de vendre, peut-être qu'ils vont décider de baisser leur prix. Et en France, contrairement à d'autres pays, ben, quand il y a des baisses de prix qui s'annoncent, elles sont lentes. C'est pas spectaculaire parce qu'à un moment donné, la prise de conscience, il n'y a jamais de décrochage ou il n'y a jamais eu de décrochage violent de prix. C'est sur 16, 18, 20 mois. Donc, les acheteurs qui se disent j'attends les soldes et je vais acheter beaucoup moins cher dans quelques temps, ben, on sait que c'est faux. Et en plus, les taux d'emprunt augmentant, c'est pas une bonne opération. Donc, voilà. Et puis, ben, il y a ce phénomène. Ouais. Il y a un fil invisible que les pros qui ont d'expérience connaissent véritablement entre le coût de l'argent et le coût de l'immobilier. Si l'argent coûte cher, l'immobilier descend. Si l'argent coûte pas cher, l'immobilier monte. Et on est véritablement aujourd'hui là en opération de funambulisme, mais on va avoir un semestre où on va pouvoir rétablir un peu d'équilibre. Les prix baissent, on le voit, Alain, tu le vois aussi, je pense dans vos statistiques, les prix baissent. On a des baisses de prix qui commencent à s'activer de plus en plus. Et on a des acquéreurs aujourd'hui, en fait, on a un microcycle. On n'a pas véritablement des cycles déterminés, on a des microcycles. Aujourd'hui, on a des acquéreurs sur notre marché qui voient que les prix baissent, que les taux vont augmenter. Donc là, qui vont vers la transaction, qui vont vers l'acquisition immobilière. Dans 3 mois, on aura un autre scénario. C'est-à-dire qu'on va avoir des taux qui vont avoir encore augmenté, qui auront passé un cap. Mais on aura aussi un besoin qui se sera renforcé parce que forcément, on va avoir un effet de compression dans le marché, très peu de biens à vendre, très peu de projets, mais on a toujours ce besoin qui pousse et qui est là et qui va venir, bien sûr, alors augmentation, comme tu disais, ajustement du prix, mais ça va se lisser véritablement sur le dernier trimestre entre une demande qui va arriver et puis des prix qui commencent à chuter. Voilà. Donc, en fait, à chaque marché, son microcycle aussi. C'est ça qui est plutôt rassurant. Bien sûr. Alors, on va remettre encore un peu de contexte, puis on va rentrer dans le détail. On a décidé de s'appuyer sur 3 chiffres marquants, qui est ou très différenciant en tout cas de 2021-2022. Ça veut dire d'abord, on voit que ça a commencé depuis l'été, mais en tout cas que les volumes et que les stocks se tendent et que les volumes vont diminuer. Et on fait une projection aux alentours de 950 000, ça veut dire 20-25% de transactions en moins. Ce n'est vraiment pas neutre. On voit qu'on a un TEG maximal ou un taux d'usure dont on entend beaucoup parler, qui est aujourd'hui à 3,57 pour les emprunts sur 20 ans et qui, bonne nouvelle, c'est quoi la bonne nouvelle, Sébastien? Ben, la bonne nouvelle, c'est que le calcul du taux d'usure sera déplafonné à partir du 1er mars, c'est-à-dire qu'on va avoir une révision qui va être mensuelle. Donc, il faut savoir qu'on
on achète, enfin les banques achètent leur argent aujourd'hui pratiquement au même prix qu'elles le revendent et même plus cher. Donc, ils ne peuvent pas dépasser ce taux d'emprunt, ce TAEG, alors qu'ils achètent leur argent pratiquement au même prix. Donc, il y a une incohérence totale sur le marché financier. Et aujourd'hui, les banques préfèrent ne pas prêter plutôt que de prêter à un client. Aujourd'hui, tu prêtes à un client, tu perds en moyenne entre 10 et 20 000 euros, 30 000 euros sur un dossier. Parce que tu veux conserver ton client. Donc, ça un peu… Bon, derrière, on a cette phase d'adaptation jusqu'à mars où on devra prolonger nos dates de conditions suspensives, surtout bien sûr, dès l'estimation, positionnons-nous en conseil chez nos vendeurs en disant le marché est particulier, j'accepte de prendre aujourd'hui la commercialisation de votre bien que si vous m'acceptez une condition suspensive à 90 jours. Mais on saura s'adapter en tout cas à ça. Mais là, si tu veux, Alain, 3,57%, c'est le taux maximum, TAEG, mais ça reste pas dramatique finalement. C'est pas Non, non, bien dramatique. sûr. Et en fait, le taux d'usure dont on a, je ne vais pas dire qu'on nous en a rebattu les oreilles parce qu'il y a eu des périodes où c'était vraiment bloquant pour les dossiers de crédit. Parfois, certains ont beaucoup exagéré, certains ont minimisé. La réalité, c'est qu'il y a une problématique, ou en tout cas une problématique de synchronisation entre le taux d'emprunt qui monte et la revue qui était faite au trimestre du taux d'usure. Si elle est faite mensuellement, donc plus rapidement, normalement, on devrait s'en sortir. Mais tout ça, comme résultat, et on garde notre troisième chiffre, que 1% de taux d'emprunt supérieur, c'est presque 10% pour 1 000 euros empruntés. On a fait ce calcul-là, c'est moins 9% de capacité d'emprunt. Donc, en effet, il se passe quelque chose de fort. Si on dit que les tendances post-Covid aujourd'hui, nous, on a toujours ces courbes entre la France, Paris, les grandes villes. On voit que les prix ont continué à augmenter quand même, toujours tirés par le rural quand même. Puisque c'est 7,5% entre janvier 22 et janvier 23, mais c'était 11% une année avant. On voit bien qu'il y avait déjà une décélération des corrections de prix qui vont continuer à se faire d'ailleurs. Sur l'indice France, sur la hausse des prix, on voyait que c'était 8,5% entre 2021 et 2022, enfin janvier 21, janvier 22, et qu'aujourd'hui c'est la moitié seulement. Donc ça n'a pas baissé, mais ça a décéléré de moitié. Et puis sur Paris et une autre ville qui est Lyon aussi, il y a des prix qui sont allés dans le négatif avec des baisses qui n'avaient pas eu lieu depuis 20 ans. Donc, encore une fois, on va essayer de regarder deux choses. Et c'est là où il y a un sujet, là, depuis le taux d'emprunt, Sébastien, où j'ai connu ça, moi, il y a longtemps, et toi aussi, et certains ont gardé ce principe-là de maîtriser encore mieux le financement pour pouvoir accompagner ses clients vraiment, 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 et pas se contenter, entre guillemets, j'exagère et je caricature un peu, au moment du financement, tu vois, de ne pas poser de questions, de donner la carte du courtier en espérant avoir une com sans avoir accompagné son client. On n'en est plus là du tout. C'est bien On ce que en tu est dis, à… si je maîtrise… Alain, Ouais, vas-y, je t'en prie. excuse-moi, c'est intéressant. On a aujourd'hui dans nos structures, et parmi les personnes qui nous regardent, certainement des personnes qui font ce métier depuis longtemps. Je vais juste citer une anecdote. On avait, quand j'ai commencé l'immobilier, on avait des tables pour 10 000 francs empruntés. Et c'est avec ça qu'on faisait, les plus anciens connaissent ça, c'était un espèce de petit bloc où on faisait nos financements et il n'y avait pas les calculettes qu'on pouvait avoir sur Internet. Donc, on avait une espèce de tableau pour faire nos financements. Et on nous a appris comme ça à faire les détections de projets. Et tu as raison dans ce que tu dis. Si aujourd'hui, on n'est pas capable, et on le verra tout à l'heure sur les découvertes acquéreurs, de transformer un client avec la réalité du marché, si on n'est pas capable d'aller chercher du financement, si on n'est pas capable de calculer le taux d'effort, eh ben, on va louper une volumétrie assez importante de transactions. C'est bien ce que tu as vraiment Et raison. ceux qui sauront le faire vont se différencier. Et ce n'est pas parce qu'il y aura moins de transactions sur le marché que ceux qui auront pris ou qui seront sortis de leur zone de confort ou qui auront repris le bon pli sur les fondamentaux de la découverte financière vont, avoir un bon perçu de leurs clients parce qu'ils vont bien les accompagner, puis deux, ils vont prendre des parts de marché aux autres, ça c'est sûr, parce qu'il y a un effort à faire pour se remettre à certains à bien être bons dans le financement, entre guillemets, et pour les nouveaux arrivants à s'y mettre parce que peut-être que depuis 2-3 ans, c'était pas nécessaire, entre guillemets. En tout cas, pour faire simple, le taux d'effort, en gros, c'est la part de revenus que consacre un Français ou un porteur de projet à l'immobilier. On voit que jusqu'en 2022, c'était 28%, et pas de jugement. Pour certains, c'est beaucoup, pour d'autres, c'est pas beaucoup et tout ça. Mais en gros, on voit qu'on a un maximum de 35%. Et que dans un scénario à 3% à 2,75 pardon, de taux d'emprunt, on serait encore en moyenne France à 30%
de la part des revenus, donc ce qui est jouable. Et si on pousse le taux à 4%, ce qui risque d'arriver certainement à un moment donné, eh bien, on sera quand même pour l'ensemble de la France, après on va regarder dans le détail, encore à 34%. Ça veut dire que même dans le scénario extrême, ça reste acceptable et jouable puisqu'on est en dessous de ce 35%. Et évidemment, ça va jouer sur plein de choses, mais en gros, ce qui était intéressant quand même, selon l'endroit où je me trouve et parfois même dans une ville, mais ça peut changer d'un département à l'autre, c'est qu'on a fait, en tout cas les équipes scientifiques de Meilleurs Agents, elles ont évalué 4 types de marchés. Les marchés, en effet, où c'est en forte pénurie, c'est une majeure partie où il manque des mandats, mais il y a des villes où c'est très identifié, notamment Montpellier, Marseille, qui ont Poitiers aussi, Dijon, Tours, qui ont une attractivité très forte pour des raisons différentes. Marseille, c'est 10 000 personnes qui descendent du Rhône-Alpes et de l'Île-de-France chaque année. Et là, on voit bien qu'en ayant une forte pénurie, on va voir, et qu'on va le croiser avec un taux d'endettement qui est encore en dessous de 35, ben là, les prix ne vont pas baisser. Alors que partout ailleurs, ils risquent de baisser. Mais si je suis à Marseille, eh ben, c'est pas, ou à Dijon ou à Poitiers, eh ben, je suis pas pareil qu'à Rennes où c'est une légère pénurie parce que ça a beaucoup vendu, beaucoup déstocké. C'est en train de se restocker petit à petit et c'est un autre type de marché. Et puis, je peux arriver sur Toulouse, Bordeaux, qui ont beaucoup explosé à un moment donné et en prix aussi et qui sont peut-être devenus, surtout par rapport à ces prix de marché-là, un peu moins attractives, où on va voir aussi que les gens, le taux d'endettement a monté et que du coup, eh ben, on commence à surstocker un peu, à avoir des annonces en plus. Et puis, le clou du spectacle, Paris, puis Lyon notamment, où là, on voit qu'il n'y a eu jamais autant de stocks. Alors, autant de stocks parce qu'il n'y en avait pas du tout. On était en sous-offre sur Paris, par exemple. Donc, autant de stocks avec des délais de vente qui s'allongent de 10 jours. Et puis, toute une politique, on va le voir avec Sébastien, qui est différente pour traiter ses clients. Soit je suis sur un marché où il y a plus d'acheteurs, peu d'acheteurs ou moins d'acheteurs et beaucoup de mandats. Et puis, sur un marché où j'ai une offre qui est beaucoup plus importante, comme à Montpellier ou Marseille, sur plus de mandats, c'est pas la même façon de travailler, entre guillemets, son portefeuille vendeur ou son portefeuille acheteur. Donc là, on voit bien qu'on a une hausse des taux qui intervient en synthèse dans un contexte qui est plutôt de contexte de pénurie, mais attention, encore une fois, il y a des endroits où Paris et Lyon, on n'est pas en pénurie. Et puis, c'est plus vrai dans les marchés qui sont devenus évidemment attractifs, qu'ils l'étaient un peu moins. Puis, il y a des périurbains là qui sont devenus très attractifs, donc ils vont subir le même sort. Et puis, certains autres marchés, on l'a vu Paris ou Lyon, qui sont en suroffre. Donc là, on est depuis 20 ans sur une manière de travailler complètement différente. Il faut reprendre des fondamentaux à voir qu'il y avait il y a 15 ans, quoi. Donc quels étaient-ils? On va voir. Et puis, juste, j'espère que ça ne fait pas trop pour vous, mais le meilleur des deux mondes, c'est que nous, on a l'ensemble des données sur les acheteurs avec ce loger, l'ensemble des données sur les vendeurs. Donc, on vous a fait un tableau et puis, vous savez, cette présentation, vous l'aurez en complet dans le replay pour retravailler à tête reposée ou regarder certains éléments. Mais là, on a essayé de vous faire un tableau qui dit quoi? Selon le marché où je suis, je prends en forte pénurie comme Marseille et Montpellier, où le taux d'endettement est encore inférieur à 35%, c'est un marché qui va être épargné, en tout cas sur la baisse des prix. Sur un marché à l'extrême comme Paris ou Lyon, eh bien, c'est des marchés qui sont très vulnérables parce que ça fait bien longtemps qu'on a dépassé les 35%. Et en plus, maintenant, il y a plus une raréfaction d'acquéreurs et plus de mandats. Donc, on voit bien qu'il y a une politique différente à mettre en œuvre qu'on va voir peut-être même directement maintenant. Tu vois, je ne sais pas ce que ça t'évoque, ça, en disant, voilà, je suis soit sur un marché où il y a encore beaucoup de mandats ou pas de mandats, je fais quoi dans mes agences en vrai? Ouais. Alors, avant toute chose, moi, ce que je veux dire, c'est que je veux vraiment féliciter tous les patrons, tous les conseillers immobiliers qui nous regardent, parce que vous avez dû faire preuve d'énormément de résilience ces 6 derniers mois. On n'a pas été, malgré l'accélération du marché, d'une façon générale, on n'a pas été très préservé. Hein. On a quand même souffert. Donc, félicitations à tous et surtout, je pense que dans ces périodes-là, ça nous permet de réactiver tous les fondamentaux du métier qui vont permettre d'aller chercher des belles années de croissance par la suite. Donc, moi, je suis plutôt OK avec le fait de dire que ce qui est arrivé sur le marché avec le taux d'usure, avec le ralentissement, avec la guerre en Ukraine, avec tout ce qu'on a dû aussi gérer,
En tout cas, aujourd'hui, c'est plutôt OK de se dire qu'on va rechercher les fondamentaux, on va rechercher un marché qui va devenir un peu plus stable et pour quelques années. Et pour quelques années, vous allez voir qu'on va avoir un marché qui va être un peu plus cohérent que ce marché qu'on a depuis 3-4 ans, depuis véritablement 3 ans, depuis le Covid, qui était un marché totalement anormal. Donc, dans ces marchés-là, que je qualifie de marché intermédiaire, véritablement, parce que je vais vous parler de mon secteur, qui je pense est le reflet un peu du secteur de beaucoup de personnes qui nous regardent. Je vais vous donner un indicateur très fort, c'est que en 2007, par exemple, avant la crise, on avait des portefeuilles à peu près par conseiller entre 10 et 12 biens par conseiller par agence. En 2009, on est monté à 20 à 25 biens. On a doublé le nombre de biens disponibles sur le marché. Donc là, il y avait, comme tu disais, comme tu montrais tout à l'heure, il y avait un fort volume de biens à vendre et il y avait beaucoup moins d'acquéreurs. Donc on avait une façon de travailler qui était totalement différente. On devait créer l'opportunité et véritablement positionner les vendeurs qui étaient capables de s'ajuster au marché, parce que tous n'étaient pas capables de le faire. Ces vendeurs qui étaient capables de s'ajuster au marché, notre travail, c'était de les identifier, de savoir qui ils sont dans notre portefeuille et de les amener à la raison, de les amener au prix. Et là, ça fonctionnait et ça fonctionnait même de façon très dynamique. Aujourd'hui, on est plus ou moins dans cette configuration de marché avec un marché qui a tendance à… Il est très particulier le marché en fait, Alain, parce que d'un côté, on a tout qui explose en même temps, le prix des matériaux. Et oui, on a le prix des matériaux qui explose. Donc aujourd'hui, une maison, finalement, elle vaudrait dans certaines zones plus cher à reconstruire que ce qu'on la vend. Donc ça, c'est un peu atypique. On a le matériau qui augmente, on a les prêts qui augmentent et on prend l'inflation en même temps. Et dans tout ça, le coût de l'argent augmente, mais dans tout ça, le désir d'acheter des Français est de plus en plus fort. Alors, il faut savoir qu'on est sur un marché de locataires en France. En Europe, on est le 3e pays locataire. Donc, on est sur un marché qui a une forte marge de progression. Donc, en termes de turnover, c'est-à-dire qu'on consomme ce logement plus vite, mais également en termes d'accession à la propriété. Et ça, c'est un chiffre encourageant parce qu'on est sur un marché qui est un marché de besoin. Moi, j'ai un patron qui me disait toujours, qui était à moitié fou, mais qui avait cette phrase toujours pour lui. Il me disait, Sébastien, le marché immobilier, c'est un marché de besoin. C'est pas comme le marché du pot pourri. Alors, me demande pas pourquoi, il m'a toujours cité cet exemple. Le marché du pot pourri, un jour, plus personne n'en a besoin. Mais le marché de l'immobilier, on en a tous besoin. Et ça, c'est quelque chose qui doit nous rassurer. En termes de stratégie vendeur, aujourd'hui, on va avoir des stocks qui vont augmenter. Et ça, c'est OK parce que c'est là qu'on va pouvoir faire notre métier. On va pouvoir faire notre métier avec le suivi. Alors moi, je vais vous poser quelques tips comme ça que j'utilise et qui vont, je pense, nous permettre de traverser ce marché intermédiaire. Et déjà, je vais enfoncer une porte ouverte en disant que le mandat exclusif, eh bien, c'est le matériau de base de la mise en sécurité de vos affaires et c'est le matériau de base du conseiller immobilier plus que jamais. On a besoin d'avoir la confiance de nos clients dans ces marchés intermédiaires. On a besoin de se battre encore plus pour aller chercher nos mandats exclusifs. Dans le portefeuille d'un client, d'un négociateur, d'un conseiller, selon toi, c'est quoi le taux d'exclusivité, Alain? Je ne te pose pas une colle, je ne te piège pas. Tu as le droit de te Ah non, tromper. pas du tout. Ah non, pas du tout. Moi, je dirais que le taux d'exclusivité, il doit être. Alors, la réponse, ça peut pas être simple. Elle est, allez, en France, peut-être qu'elle est en moyenne, en France, peut-être seulement en dessous de 20%. Pour les agences en réseau, peut-être, ou les agences qui ont décidé de mettre une politique en place, peut-être aux alentours de 30. Et après, au-dessus, bah, on a l'excellence où tout le Exactement. monde devrait être, c'est-à-dire au-dessus de 30. C'est ça, exactement. En fait, on a à peu près un mandat sur 3 qui va être dans le portefeuille d'un conseiller en France en moyenne, c'est à peu près 30% qui va être en exclusivité. Voilà. Donc, il faut savoir que c'est une aberration sur le marché. C'est une véritable aberration. On travaille avec un niveau de sécurité qui est vraiment minimal. Et là, on va devoir activer des véritables méthodes commerciales en interne. C'est d'aller chercher l'exclusivité et d'aller inculquer encore plus à nos conseillers en agence la confiance qu'ils doivent avoir en ce produit. Parce que bien souvent, quand les collaborateurs ont du mal à aller chercher des mandats exclusifs, c'est parce qu'en général, ils manquent un peu de confiance parfois en eux et ils ont tendance à douter un peu de leurs produits. Donc, le mandat exclusif, plus que jamais, en fait. C'est ça qui va nous permettre de travailler nos prix avec nos vendeurs, de pouvoir les suivre dans le temps et de pouvoir les amener à la réalité. Il y a un gros travail à faire pour amener nos vendeurs à la réalité. Parce que, comme je te disais tout à l'heure, il y a ceux qui ont besoin de vendre et ceux qui ont le temps. Donc, et tu vois, je pense à une chose, c'est que ceux qui n'étaient pas dans cette politique d'exclusivité forte,
bah, peut-être que les stocks remontants, s'ils sont dans ce cas de figure-là, bah, du coup, ils ont à nouveau, ça veut dire que le particulier, on va voir, hein, ou le porteur de projet, si c'est un peu plus dur à vendre et qu'il y a un peu plus de biens concurrents, a de plus en plus ou aura de plus en plus besoin du professionnel, donc plutôt bonne nouvelle. Et s'il n'était pas rentré dans cette politique d'exclusivité, ben, plus il est sur ce marché où les stocks augmentent, plus il peut se permettre bah, soit poursuivre sa politique d'exclusivité, soit de s'y mettre, parce que là, il y a des vrais arguments nouveaux et Oui, à être en exclusivité, tu vois. exactement. Ça évoque ça. Et la clé aujourd'hui dans ce marché, ça va être donc ce qu'on appelle nous la transformation, c'est d'aller capable d'aller capter des mandats simples ou les mandats archi froids, la pige très froide dont plus personne ne s'occupe. Et c'est sur ces biens-là aussi qu'on va pouvoir aller chercher nos parts de marché. On a travaillé sur un marché très chaud avec des biens très chauds, c'est-à-dire que tout arrivait, tout sortait très vite. Aujourd'hui, on a des biens qui commencent à descendre dans le fond du portefeuille. Ils sont oubliés par vos confrères, ils sont même parfois oubliés par vous-même. C'est cela qu'il faut prendre, qu'il faut réchauffer, sur lequel il faut poser des mandats exclusifs, sur lequel il faut poser des nouvelles photos, sur lequel il faut poser des nouveaux textes publicitaires, sur lequel il faut poser du sponsoring et sur lequel il faut aller chercher de l'attraction. Donc, le marché chaud aujourd'hui, clairement, il tourne au ralenti. Mais le marché froid, il est là. Le marché froid, il est là, il y a des biens, il y a des annonces dont plus personne ne s'occupe. Et ça, c'est le premier tip que je voudrais donner. Ensuite, deuxième tip que je voudrais donner, c'est d'emmener véritablement très fortement vos vendeurs vers une vision marché. Éduquez-les. Il faut qu'on éduque nos vendeurs sur ce qui est en train de se passer, sur ce marché intermédiaire. Il faut avoir un discours très ouvert et très clair avec eux. En leur disant que le délai des ventes se rallonge, le délai des conditions suspensives se rallonge, et que c'est OK pour nous d'aller travailler sur des mandats exclusifs, mais sur des mandats pleins, de ne pas aller travailler sur des mandats comme on a pu faire dans ce marché. Je le dis parce que les conseillers continuent à le faire, de prendre des mandats exclusifs d'un mois. Aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué. Tu vois. Donc, au niveau des vendeurs, je pense qu'il faut qu'on soit vraiment dans le suivi, dans l'écoute et dans l'éducation. Ce que j'appelle l'éducation, c'est voilà ce qui se passe, voilà ce qu'on vit, nous, sur le marché. On peut Et rappeler que le suivi vendeur, c'est le plus grand point faible que reproche quand on interroge le particulier ou le porteur de projet de marge de progression, on va dire, de l'agent immobilier. C'est-à-dire qu'il y a vraiment encore un déficit fort et les clients sont en demande forte, évidemment, de ce suivi vendeur. Donc, c'est le moment pour certains de continuer à faire bien les choses. Et puis, pour d'autres, eh ben, en effet, de mettre ce que tu expliques, c'est-à-dire d'expliquer le marché, les taux d'intérêt qu'augmentent, enfin, etc., et de faire un réel suivi vendeur qui était souvent, au dire des porteurs de projets, défaillant encore un peu chez l'agent tout immo. n'était pas nécessaire ces 3 dernières années, finalement. Il n'y avait C'est pas, il y avait ça. pas, c'était pas une obligation, sauf que là, c'est une obligation. Je vous Voilà. donnerai aussi C'est ça un qui type. change. On a beaucoup d'estimations aujourd'hui. Notre métier, c'est un métier de réseau. À chaque estimation que vous offrez, parce qu'elles ne sont pas gratuites, vos estimations elles sont offertes à vos clients, à chaque estimation que vous offrez en 2023, pourquoi on ne prendrait pas l'habitude de leur demander une autre estimation en retour et d'activer leur réseau? Et c'est toute cette intelligence commerciale qui va nous permettre aussi d'aller doper véritablement notre activité en 2023. Et côté acquéreur, Ouais. grosse éducation, voilà le marché, voilà comment il est, voilà comment il se comporte, voilà combien coûte l'argent, c'est pas grave, c'est pas une catastrophe. Achetez un maximum autant que vous pouvez. L'acquisition immobilière, ça reste une assurance vie. C'est une assurance vie. Aujourd'hui, moi, j'ai beaucoup de biens immobiliers. Pourquoi? À titre personnel, j'ai voulu mettre ça en place. Eh bien, c'est parce qu'aujourd'hui, je suis assuré en cas de décès. Et si jamais il arrive quelque chose, eh bien, je mets ma famille à l'abri. Donc, achetez autant que possible, achetez. Et on doit rééduquer, on doit redonner confiance parce que les médias nous ont trop rabattu une mauvaise presse sur quoi? Sur le fait que l'immobilier aujourd'hui baissait et que l'argent coûtait cher. Mais il faut donner confiance à nos clients acheteurs pour les diriger vers l'achat un maximum. Et puis, il faut faire des découvertes très ciblées, très fines, et il faut les emmener sur le terrain très vite. On prend un client, on l'emmène sur le terrain immédiatement. On programme le R2, on programme le deuxième rendez-vous et on prend l'exclusivité. Une exclusivité, ça se prend également sur un projet d'achat. On prend l'exclusivité, Alain, et on demande à son client de nous faire confiance. Et le R2, autant que possible, on va avoir des stocks qui vont gonfler. Que vos clients ne sachent pas où ils vont sur cette deuxième visite. C'est à vous de prendre la main sur le projet de vos clients et d'être capable de les emmener vers des biens auxquels ils n'auraient pas forcément pensé. Et c'est avec des petits tips comme ça aussi qu'on va faire la différence en 2023. Et là, on a le stock pour travailler comme ça. Et on va prendre du plaisir à travailler comme ça. OK. On essaie de regarder alors en synthèse, encore une fois, c'est pas exhaustif, hein, parce qu'on peut rester, c'est pas en 45 minutes qu'on va rentrer dans le détail de tout. Néanmoins,
on voit bien que nous, on est parti du parti pris de 4 types de marchés. Un qui serait en forte demande. Très bien. S'il est en forte demande, en tout cas, j'ai intérêt à mettre mon suivi client à fond, à faire atterrir mon client sur les bons prix dès la prise de mandat, à transformer mes mandats simples en exclusivité quand je fais mon suivi vendeur, à prendre des exclusivités et à être dans un partenariat de confiance et d'avancer avec mon client. Et si je ne le faisais pas, je peux me mettre à le faire. Je peux me mettre à rappeler tout mon portefeuille de vendeurs que je faisais moins parce que le marché, c'était pas nécessaire. Et là, j'ai beaucoup de choses à faire. Et mon ancienne, mes anciens vendeurs, mes anciens acheteurs, il faut rappeler tout le monde. À fond, exactement, parce que tout a changé. Les acheteurs, on sait déjà que entre ce qu'ils veulent et ce qu'ils achètent, il y a une grande différence. Aujourd'hui, les emprunts ont bougé, donc il y a à nouveau à hiérarchiser tous ces acquéreurs, à refaire tous les financements, à les accompagner, à les aider à trouver des solutions aussi de financement ou d'achat sur plein de choses auxquelles ils ne pensaient pas. Évidemment, les rassurer sur le fait d'acheter, même si l'emprunt est un peu plus cher. De toute manière, il y a un amortissement qui se fait, qui était peut-être allé quand les taux étaient au plus bas. Peut-être que c'est en 4 ans en moyenne en France que l'amortissement du coût du crédit se faisait et que maintenant c'est en 7-8 ans. Mais néanmoins, c'est bien du capital et de l'acquis que j'ai à un moment donné, contrairement à un locataire qui va être évidemment toujours à fond perdu. Donc ça reste d'actualité. Moi aussi, mes anciens patrons me disaient, Sébastien, quand est-ce qu'il faut acheter de l'immobilier? Et il répondait, c'est soit il y a 20 ans, quand tu as payé ton crédit, soit maintenant. Mais voilà, c'est ça la règle, quoi. Il faut bien commencer à un moment donné à épargner et à faire, quoi. Donc, on a vu aussi remettre en place cette politique d'exclusivité, être dans le partage de mandats entre déjà collaborateurs, des fois dans une agence, mais des fois, on peut aller aussi chercher des partenaires avec qui on s'entend bien, agents immobiliers, pour partager les mandats acheteurs-vendeurs. Nous aussi, on croit beaucoup à ça. Mieux vaut, parce qu'on vous rappelle qu'il y a 35% du marché qui échappe encore aux pros de l'IMO, c'est quand même 300 000 ventes, et que si de temps en temps, il y avait de la collaboration et un peu plus de partage, chacun y trouverait son compte en prenant au moins 50% sur une part plutôt que de laisser échapper évidemment l'affaire aux particuliers. Et puis pour tous, on se dit, il faut faire un reset total sur la découverte financière, les vérifications de solvabilité, la hiérarchisation de mes acquéreurs, revoir évidemment les négos sont plus difficiles, les acheteurs sont plus difficiles en négociation et donc je peux avoir de la formation au closing qui peut être nécessaire. Je dois avoir une maîtrise du financement parce que les budgets ont changé et que si je ne suis pas à l'aise avec ça, mes clients vont le sentir et si je les aide pas là-dessus, je leur rends pas, je leur apporte pas de valeur et mes honoraires c'est aussi leur apporter de la valeur et en ce moment ils en ont besoin sur la conviction à acheter, la maîtrise du financement et tout le reste. J'ai des sujets qui viennent d'arriver qui sont les passoires thermiques et le DPE en plus. On pourrait se dire ça en plus, mais c'est génial. Plus c'est complexe, plus il y aura des biens qui vont arriver sur le marché, moins le particulier va pouvoir s'en sortir, plus il a besoin de qui? De l'agent immobilier qui s'est formé au financement, au DPE, à l'accompagnement de ce que c'est un F ou un G. Je vous rappelle qu'on est au 1er avril 2023 sur les biens F ou G qui vont être à la vente avec l'obligation d'un audit énergétique. Si je maîtrise ça, c'est sûr que déjà, je vais éliminer les 3/4 de mes concurrents agents IMO qui ne maîtrisent pas ça et l'ensemble des particuliers. Et puis, il y a évidemment l'état d'esprit. On voit bien qu'il y a des gens qui n'ont pas tous les fondamentaux, mais ils ont un tel mindset, une telle bonne préparation mentale que, ça va le faire, quoi, en gros. Et puis, évidemment, on continue pour ceux qui n'ont pas de mandat, à prospecter sur le digital, le physique, puisque nous n'opposons rien. Il n'y a pas du tout digital ou du tout physique. Il y a faites ce qui est efficace pour vous, ce que vous aimez, et c'est plein de petits fleuves qui peuvent faire des grandes rivières. Bien sûr, il y a de l'offre qui est en pénurie un peu partout, sauf Paris-Lyon, par exemple. Là, on fait le parallèle avec quand les prix baissent un peu, ça veut dire que l'offre augmente. CQFD, et vous avez le tableau ici. Et puis, peut-être qu'avant de rentrer dans le chapitre très important de OK, on voit qu'il y a des fondamentaux, on voit qu'il y a plein de choses à mettre en place, il y a des choses où il faut faire un reset, il y a des fondamentaux qu'il faut reprendre. Pour ça, il faut se préparer et comme les grands sportifs, comme les commerciaux très bons, il n'y a pas de secret. Il y a certainement des choses qui se passent et on verra ça dans la dernière partie avec Sébastien. Néanmoins, on pourrait dire qu'une partie de nos services à nous vous aide aussi
Et j'avais envie de vous remontrer en 1 minute 30 à peu près. Peut-être que c'est pas la peine en fait de vous fatiguer avec ça, hein, parce que certains vont me dire encore que je fais un peu trop de promotion pour nos services. Donc en fait, je vais même pas vous la montrer la vidéo, mais si vous nous la demandez, après, alors on vous l'enverra et on vous rappellera. Mais pour l'instant, j'ai même pas envie de vous la montrer. Mais juste vous dire quand même que le meilleur des deux mondes, donc ce regroupement d'Aviv entre la notoriété très forte de Se Loger qui va faire que pour ceux qui ont besoin d'acheteurs, et s'il y a une raréfaction d'acheteurs, d'être avant les autres, bah, c'est Se Loger. Pour ceux qui sont en région, Logic-Immo, et puis évidemment l'expertise sur laquelle les vendeurs viennent chercher des estimations qu'on va pouvoir vous réadresser, ces meilleurs agents. Donc ça, c'est aujourd'hui notre unique porte d'entrée à terme, en tout cas, de rentrer sur l'ensemble des services acheteurs et vendeurs en une fois. Et évidemment, pour ceux qui ont besoin de beaucoup de contacts acheteurs et de les avoir avant leurs concurrents, eh ben, Se Loger, c'est quand même 1 million de visites par jour, quoi. Et aujourd'hui, quand on dit où va le marché, j'ai regardé Sébastien et on était l'an dernier allez, à 740, 760 000 annonces en moyenne. Pardon, on est en ce moment à 760 000, 780 000 annonces en moyenne. Et on était peut-être à 820, 830 000 annonces il y a un an. Ça veut dire que 780 000, c'est encore énorme. Donc, s'il y a autant d'annonces et autant de visites, c'est que l'attractivité des acheteurs, elle reste très forte. Donc, ça, c'est plutôt des bonnes nouvelles. Et en ayant des mesures d'audience là de Se Loger et le nombre d'estimations de meilleurs agents, on a des indicateurs de ça donne quoi en gros. Et ça permet de croiser avec ton expérience et ce que nous disent évidemment les pros de l'IMO. Donc ça, vous nous connaissez. Donc encore une fois, j'ai dit, je ne vous montrerai pas la vidéo, sauf si vous nous la demandez. Et puis évidemment, notre métier, c'est de vous aider à être plus visible, mieux capter des mandats et puis augmenter vos contacts acheteurs. Et on a une ou deux nouveautés fortes, entre guillemets. Évidemment, vous savez qu'on a le trafic et que les gens viennent d'abord estimer sur notre bien, donc tant mieux. Et puis que si vous avez une vitrine chez nous, bah, évidemment, vous allez être vu. Et puis c'est le début de l'histoire. Vous aurez besoin d'un produit qui fait fureur depuis 6 mois chez nous, qui en tout cas augmente en croissance, qui s'appelle Inventory pour ceux qui n'ont pas ce genre d'outil, c'est-à-dire l'ensemble des biens DVF plus l'ensemble de nos 13 000 clients qui ont mis leurs biens vendus sur nos sites, qui permet de comparer les biens et d'aller chez un client vendeur pour lui démontrer, entre guillemets, avec des photos, quel est le prix du marché pour lui donner de l'éducation et de la pédagogie avec des preuves. Et pour les acheteurs qui voudraient négocier trop vite, bah, leur montrer aussi la réalité. Donc, Inventory est à nouveau beaucoup de croissance chez nous. Et puis, toutes les stats sur les certificats de parution avec Se Loger qui permettent de démontrer aux vendeurs s'il n'y a pas beaucoup de trafic sur ces annonces et qu'on lui montre que sur d'autres annonces de biens concurrents, bah, ça bouge plus, lui démontrer par A plus B que évidemment, il y a certainement à baisser son prix entre guillemets. La nouveauté, c'est qu'on a inclus maintenant dans notre base à nouveau un formulaire sur lequel le client peut dire qu'il est aussi vendeur quand il est acheteur et on vous les envoie et c'est inclus dans les packs. Et puis les contacts vendeurs préqualifiés, c'est qu'on a maintenant une équipe et c'est inclus dans vos packs et vous nous devez rien après. C'est pas le produit meilleur agent rendez-vous qualifié qui est complètement autre chose. Là, les contacts préqualifiés, c'est qu'à un moment donné, on va avoir une équipe qui, à la demande de clients, demande d'être appelé. Et là, on propose 3 agences, on vous pousse le mail et le contact et vous vous débrouillez avec. Okay, donc ça a été redemandé, donc on l'a remis à l'ordre du jour, inclus dans les packs. Voilà. Mais tout ça n'est possible. La prise de conscience sur le marché que vous reverrez tranquillement dans le replay qu'on va vous envoyer. Les fondamentaux, vous aurez le temps de regarder dans la présentation à nouveau qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place. Mais tout ça n'est possible que si je suis préparé. Et j'ai envie de dire, Sébastien, comment pourrait-on se préparer à cette année 2023 et à ce marché? Donc, je vais ouvrir la présentation. Et cette présentation-là doit apparaître à l'écran normalement. Est-ce que c'est le cas? C'est celle d'à côté. Attends, j'en ouvre une mieux. Regarde comme elle est belle, celle-ci. Voilà, et je crois que c'est toi qui me diras, je ferai ta petite main en gros, c'est-à-dire que tu me diras d'avancer, je crois, quand tu auras besoin. Ça marche. Tu peux juste mettre ton écran. On a trouvé intéressant de terminer et de conclure fortement là-dessus parce que c'est une
c'est la deuxième jambe, entre guillemets, pour la réussite de cette année 2023, quoi. Ouais, exactement. Alors Alain, si tu peux juste aller sur les 3 petits points et tu mets présenter. Les 3 petits points Alors, qui sont je à vais, côté de ton imprimante, tu dois pouvoir mettre, voilà, alors, présenter. évidemment, je l'ai fait, ce n'est pas arrivé jusqu'à toi. Il y a des fois un Et petit décalage et entre on est né. le boulevard Haussmann et puis ta zone périurbaine. Est-ce que là, c'est le cas? C'est bon, impeccable. Alors, Bien. alors, en fait, ce qui est vraiment important pour moi, et si vous me connaissez, vous savez que le mindset, c'est un levier important de la performance, c'est comment se préparer et puis comment faire face aux épreuves, comment activer la résilience. On en a eu besoin en 2022, ce que je vous disais, on en a véritablement besoin en 2023, parce que d'un point de vue général, la profession est quand même assez fatiguée. Moi, je connais vos problématiques, parce que j'ai les mêmes que vous. Et je sais qu'en 2023, il va vraiment falloir faire preuve de beaucoup de ressources. Et pour ça, voilà, je voulais vous partager ces slides que j'avais mis en place dans le cadre du Coach My Day pour l'agence de l'année avec la FNIM. Donc, c'est une conférence que j'avais préparée spécialement. Alors, on va pouvoir commencer. C'est quelques conseils qui vont vous permettre d'activer, pour moi, le chemin de la performance. Et si j'ai Alain qui est pas loin, parce que là, il a disparu, si tu peux me passer Je l'autre suis slide, là, parce que moi, je j'essaye suis en haut. d'avancer, mais ça n'avance. Ah, ça a avancé trop vite. Est-ce que c'est Voilà. le bon? C'est le bon, c'est le bon. En fait, ce qui était important de dire, c'est que avant toute chose, il faut être OK avec un élément assez important, c'est que la seule véritable source du bonheur, c'est un esprit dont on a le contrôle. Si on veut durer aujourd'hui et si on veut être capable d'aller chercher la performance, je pense qu'il faut tout simplement être heureux. Et c'est bon de le rappeler parce que, comme je disais, on a, je pense, beaucoup souffert tous. On a mangé notre pain noir. Mais ce qui va être un véritable refuge, c'est d'être OK avec une chose, c'est qu'on choisit d'être heureux. Et c'est à partir de là qu'on peut vraiment aller chercher la performance. On a le contrôle véritablement sur ce qu'on décide. Et tu peux passer à la slide d'après, du coup. Je vais essayer d'être rapide. Si Alain est aussi rapide que moi. Alors, je t'entends pas. Tu m'entends? Je t'entends plus, Alain. Alors là, tu as la bonne image normalement et on a Ouais, c'est bon. retrouvé la liaison audio. C'est bon, exactement. Alors, donc les fondations de la performance, donc ça repose sur 4 piliers sur lesquels on va surfer ensemble. Accueillir la performance, activer la résilience, se mettre en place une série d'objectifs et trouver l'équilibre à l'intérieur de tout ça. Alors, tu peux passer. Ouais, ouais, je sais, c'est ce que j'essaye de faire. Voilà. Voilà. Alors, la première chose, à partir du moment où on veut aller chercher la performance, que ce soit dans une carrière professionnelle ou que ce soit dans le sport, il faut accepter la chose fondamentale qui est qu'on doit bouleverser le schéma. C'est pas en faisant toujours les mêmes choses qu'on doit s'attendre à des résultats différents. Et ça, il faut vraiment être OK avec ce point-là en se disant que on veut aller chercher un schéma différent de croissance ou de performance. Il va impérativement falloir mettre en place des actions différentes de ce que vous pouviez mettre en place les années précédentes. On ne va pas rentrer dans toutes ces actions parce qu'elles sont vraiment propres à chaque secteur et à chaque pro. Mais en tout cas, si on fait la même chose et qu'on s'attend à des résultats différents, ça ne fonctionnera absolument pas. Voilà, tu peux passer. Et puis la première des étapes, vous connaissez tous ce fameux schéma de la zone de confort. Ben, la zone de confort, c'est la zone dans laquelle on se trouve et c'est une zone assez sécurisante. Mais en général, c'est une zone de piège et il faut en sortir très très vite. Parce que quand on est trop longtemps, si c'est votre cas en tant qu'entrepreneur dans cette zone de confort, ben, c'est là qu'on commence à voir nos résultats baisser. Quand on décide de sortir de cette zone de confort, d'aller chercher de la croissance pour son entreprise, d'aller chercher des nouveaux process, des nouveaux recrutements, des nouveaux marchés, peu importe, de refaire son marketing, ça impose de sortir de cette zone de confort où on est confortablement chaud pour aller vers la zone d'évolution. Et ça, c'est la zone finale. Mais vous allez devoir traverser la zone de peur où vous allez véritablement vous remettre en question. Vous allez vous demander si vous faites les bons choix. Vous allez vous demander si vous êtes à la hauteur. Et une fois passé cette zone de peur, vous allez arriver dans une zone d'apprentissage. Et ça, c'est OK parce que c'est seulement là que vous allez pouvoir évoluer. Voilà, tu peux passer sur le slide qui suit. Ouais, c'est bon. Tu m'entends, Alain? Parfaitement bien, c'est OK. super. Et j'adore ces 4 phases de l'apprentissage. C'est vital. Et j'ai un peu peur d'aller dans la zone de peur de la zone de confort. Donc, je ne sais pas si je vais y aller, moi. Bah, la zone de peur, il faut la traverser le plus vite possible. En tout cas, dans le sport, c'est véritablement assimilé au moment où on prend le départ d'une course.
OK, on est dans sa zone de confort, il faut passer et après, c'est là qu'on progresse. En tout cas, ce schéma, il est assez intéressant et ça, je vais vous le laisser. On va vous l'offrir. Je vais vous le laisser, vous l'aurez à dispo. Ça, c'est le schéma de l'apprentissage. Et c'est assez OK de se dire que quand on ne sait pas quelque chose, on est inconsciemment incompétent. Et c'est là qu'on passe à la deuxième phase de l'apprentissage qui est je suis consciemment incompétent. Je sais que je ne sais pas à présent. Et c'est peut-être des choses que vous allez devoir mettre en place en 2023 et des nouveaux process. Et vous allez devoir très vite basculer à l'étape 3 qui est donc apprendre et mettre en pratique le plus vite possible. Là, vous allez devoir forcer cet apprentissage. Et là, vous allez devenir consciemment compétent. Et c'est là que le chemin de la performance peut arriver. Parce que la dernière étape, c'est je suis devenu inconsciemment compétent. Je ne sais plus que je sais mettre en place ces nouvelles méthodes ou ces nouveaux process. Vous êtes aujourd'hui inconsciemment compétent en marchant, en parlant. Ça demande un effort, mais vous vous en rendez même plus compte. Et en 2023, pour aller vers la performance, il faut respecter ce schéma. La zone de confort, les 4 phases de l'apprentissage, c'est vraiment du mindset, mais on passe très rapidement dessus. Mais je pense que c'est des leviers à activer en tout cas. Tu peux Ouais, je passer. sais. Ouais. Et voilà, la bonne nouvelle, c'est qu'on a tous, tu es passé rapidement, mais je la connais par cœur, on a tous autour de nous des personnes qui sont des influenceurs positifs. Je vous conseille véritablement de les trouver, de les identifier et d'être capable d'aller au plus proche d'eux pour aller prendre leur énergie pour 2023. Comme on dit, en général, on ressemble, en tout cas aux 5 personnes qu'on fréquente le plus. Ça va être très vrai pour cette année 2023. Allez choisir les personnes qui vont vous mentorer, qui vont vous inspirer. On va en avoir besoin. Et ça, on en a véritablement tous autour de nous. On laisse les toxiques de côté pour cette année. On en a tous autour de nous. Et en général, ils sont jamais, c'est ceux qui sont le plus proches. Mais en tout cas, les positifs, on va les chercher et on va les identifier. Tu sais, ça me fait penser à ce matin, il y a un commercial qui est rentré de congé et son manager l'a assis en face de celle qui n'arrête pas d'exceller, entre guillemets. Et plusieurs fois, c'est des fois difficile quand tu reprends une activité le premier jour, mais tellement l'énergie de la voix qu'il entendait en face et des choses intéressantes étaient en place qu'il n'a pas eu le choix que de se mettre dans ce mouvement-là en réalité, quoi. Bien sûr, on est en fait, l'homme est une pile chargée en énergie. Si on dépense de l'énergie positive, il nous arrive des choses positives. Si on décide d'évacuer l'énergie négative, on va attirer. Déjà, c'est la loi de l'attraction. On va attirer des choses très négatives. Et dans le commerce, en affaires, Alain, à partir du moment où on se met en énergie, ça fonctionne. Il n'y a pas de magie. Ça fonctionne. Alors, on a cette phrase, oui, à chacun son Everest, hein, c'est-à-dire que chacun ses objectifs. Aujourd'hui, pour certains, ça va être d'aller chercher 250 000. Pour d'autres, ça va être d'aller chercher 1 million sur leur agence. Pour certains indépendants qui nous regardent, ça va être 50 000. Pour d'autres, ça va être 700 000. Chacun son Everest et on est OK avec ça, de se dire, voilà où je fixe mon objectif et on va y venir après. Et voilà, si je suis en performance, c'est que j'ai atteint cet objectif. Alors, on utilise beaucoup ce mot et la résilience, c'est quoi? C'est la capacité que vous allez avoir à résister aux épreuves. On peut passer au slide d'après. On a un schéma qui est très clair. Donc, par rapport à la résilience, oui, la résilience, c'est votre pierre fondatrice. Mais voilà, le schéma dans lequel il faut partir à partir du moment où, comme le Covid, par exemple, on se retrouve face à une action traumatisante, bah, on cherche toujours, et c'est inné, à y résister. On cherche à y faire face, comme si on allait pouvoir passer par-dessus de façon frontale. Et puis ensuite, on intègre, on répare, on repasse à l'action. Et c'est là véritablement la résilience et la capacité de surmonter les traumatismes de cette façon-là. Contrairement au schéma de blocage qui est je vis le traumatisme, je résiste, mais je le refuse et j'aggrave en général la situation. Et là, c'est un véritable blocage. Donc, dans cette étape de résilience indispensable, aujourd'hui, il faut avoir assimilé, intégré que le marché a changé, l'avoir réparé, c'est-à-dire avoir mis en place des actions de correction et puis passer à l'action, véritablement. Voilà, bonne nouvelle, on peut tous augmenter notre résilience, c'est à la portée de tout le monde. Croyez-moi, les sportifs de haut niveau ont un seul mot en tête, c'est la performance et la résilience, parce que bien souvent, ils s'entraînent pendant des années pour un objectif, mais augmenter sa résilience, c'est possible. Et on va voir très rapidement comment. Vas-y, Alain, avec les 6 clés de la résilience. Donc, c'est faire des plans réalistes. Mettez-vous en place des plans d'objectifs, mais qui soient réalistes et menez-les à terme. Ça va augmenter votre capital confiance, renforcer votre image de vous-même. Véritablement, à partir du moment où on s'estime capable de faire des choses, où on est OK avec un capital confiance assez important, et ben, ça permet d'activer la suite. Et puis, faites confiance à vos dons. Vous avez tous des dons, on a tous des spécificités. Toi, Alain, tu as
une spécificité, tu as beaucoup d'empathie, beaucoup de sympathie. Les clients retiennent de toi que tu es quelqu'un qui est très bavard aussi comme moi, mais tu as ce don-là et on a tous un don. Et à partir du moment où on sait les identifier, on peut aussi être résilient et faire face. Alors, moi, je te dis que tu es très pipelette, mais moi aussi, je suis très pipelette. Comprendre et gérer ses émotions, il faut être OK avec ça. Parfois, ça va, parfois, ça ne va pas. Il ne faut pas toujours lutter contre. Et il faut comprendre que les émotions sont nos alliés. Et l'émotion refroidie devient la raison. Donc, prenez ces émotions, laissez-les vivre, surtout en ce moment. Refroidissez-les bien, surtout, et puis passez à l'action. Et puis, soyez honnête, et puis apprenez surtout à résoudre chaque problème. On ne met rien sous le tapis en 2023, surtout pas, sinon c'est la catastrophe. On ne met rien sous le tapis, on fait face aux problèmes, et puis on les règle. Voilà les clés de la résilience. Super. Et puis, il y a cette phrase. Ouais, il y a cette phrase très rapidement, puis après, on va finir, ça va aller assez vite, on va finir. Tu sais, je parle souvent des entrepreneurs, je parle souvent aux entrepreneurs en leur disant, je sais que ça a été très difficile parce que j'ai beaucoup d'entrepreneurs autour de moi. Je sais qu'ils sont tous très fatigués. Je sais qu'ils ont pioché dans leur énergie. Pour certains, ils ont pioché dans leur capital. Pour d'autres, ils ont pioché dans leur PGE. Enfin, la situation des professionnels de l'immobilier est parfois très bonne, mais parfois aussi compliquée. Mais il y a une belle fenêtre de tir, il y a une belle lueur d'espoir sur le marché pour qu'on aille un peu chercher ce niveau de transaction dont on a besoin pour faire fonctionner nos sociétés. Mais surtout, dans cette période difficile, ce n'est pas maintenant qu'il faut s'arrêter. Et il y a cette phrase qui m'a beaucoup servi dans des épreuves personnelles. Quand tu traverses les flammes de l'enfer, surtout t'y arrêtes pas, ce n'est pas le meilleur endroit pour t'installer. Donc, ce n'est pas maintenant qu'il faut arrêter en fait. Les gens qui nous regardent, s'ils sont fatigués, ne vous arrêtez pas là maintenant. Maintenant, il faut continuer. Il faut continuer. Les objectifs, alors les objectifs, il faut qu'ils soient smart, mais il faut véritablement les piloter, Alain. Piloter au tableau de bord, c'est la slide qui suit. Hein. Pilotez vos objectifs au tableau de bord, mesurez votre performance, mettez-vous en place des métriques qui vont pouvoir vous permettre d'aller les contrôler ensuite. Sans objectif, il n'y a pas de performance. Si on n'a pas d'objectif chiffré, si on n'a pas des KPI qui sont très sérieusement dans son PC, qui donnent une feuille de route et une vision sur l'année, sans objectif, on n'a pas de performance. Et que ce soit vos objectifs pro, à vous en tant que chef d'entreprise, ou les objectifs de chacun de vos conseillers. Donc, c'est ce que j'appelle le pilotage au tableau de bord. C'est le management pour les nuls, excusez-moi l'expression, du patron d'agence ou du directeur commercial. Et ça, on doit avoir tous dans nos PC, dans nos tablettes, ces fameux tableaux de bord qui doivent être voilà, assez cohérents aussi. Et puis ça, on peut passer très rapidement. Je pense que tout le monde connaît le PCA. On doit presque terminer là. Eh bien oui, mais en fait, tu peux revenir, c'est que à la slide d'après, puis après on a terminé. À la slide d'avant, pardon, c'est que… J'essaye. C'est pas grave. Voilà, si votre plan échoue, si tout ce que vous avez mis en place, changez le plan, mais surtout, changez pas votre objectif. Ça, c'est important. Si jamais vous vous êtes rendu compte que vous avez mis en place pour 2023 un objectif cohérent et que ça n'a pas fonctionné, changez pas votre objectif, mais changez la façon de pouvoir y accéder aussi. Et puis, on parle pour terminer de l'équilibre, parce qu'on est tous des pères et des mères de famille, on a, je pense en général, où on a tous des vies privées qui sont importantes pour nous. N'allons pas déstabiliser par passion de notre métier, par incertitude en ce moment, n'allons pas déstabiliser le schéma. L'équilibre, c'est quelque chose d'important et il repose sur 3 piliers. Donc, c'est la théorie du tabouret à 3 pieds. Le premier, la vie privée, la vie sociale. Le troisième, la vie professionnelle. Et si on va déstabiliser le schéma, si on va privilégier la vie privée au détriment de la vie pro ou la vie pro au détriment de la vie privée, c'est là qu'on va déstabiliser le schéma et c'est là qu'on va créer un niveau d'inégalité. Et c'est là que bien souvent, on se fatigue. Et c'est au moment où ce fameux équilibre du tabouret à 3 pieds n'est pas respecté en permanence, ça doit vraiment être votre planche de salut. C'est à ce moment-là qu'on fait des burn-out. Donc surtout, respectez aussi votre équilibre. Et je voulais terminer juste, voilà, je voulais juste terminer en vous disant… C'est très bien l'image du tabouret à 3 pieds aux 3 équilibres, parfait. Et voilà, puis on a terminé, voilà le mindset qui m'anime. Et si les gens veulent me retrouver, ils peuvent me retrouver aussi sur les réseaux sociaux. Alain. On partagera tout ça avec eux en permanence. Et merci à toi de m'avoir donné l'occasion de partager tout ça. On va voir s'il y a des questions. Je vais juste reprendre la conclusion, mais vous l'aurez de toute manière dans la présentation qu'on va envoyer à tout le monde de toute manière. Juste pour vous donner quelques indications. Alors ça, pardon, hop, excusez-moi.
Hop, 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 là, voilà. Ce que vous allez retrouver dans la conclusion, c'est les prévisions 2023 au-dessus de 4-5% d'inflation, un taux de chômage qui se stabilise, une baisse de la production de crédit et des taux d'intérêt qui vont monter à 2,75, 3 et peut-être encore un peu plus. Et puis, bien sûr, on se méfie de toutes ces prévisions parce que en cas d'aggravation de la crise énergétique, de l'inflation, de la dette souveraine, des situations géopolitiques, on ne peut pas tout prévoir. Et vous avez cette récapitulation selon vos secteurs de est-ce que vous êtes dans un marché de forte pénurie, légère pénurie, forte offre ou sur offre, le taux d'endettement à gauche et puis la hausse des prix par type de marché. On voit que forte suroffre, on est entre 0 à moins 2%, alors que sur forte pénurie type Marseille, on est encore entre plus 3 et plus 5% peut-être de hausse de prix. Donc, vous voyez, selon le marché, ça peut être différent. On estime d'ici septembre 2023, moins 3% d'augmentation des prix et 950 000 transactions. Et puis d'ici septembre 2023 toujours, moins 3% de baisse de prix à Paris, plus 1 dans les 10 grandes villes de France, plus 3 sur les 50 plus grandes villes de France et plus 5 sur les zones rurales. Et vous avez le détail évidemment de nos cartes sur cette présentation. Et on a dit tellement de choses que de l'intention à l'action, vous allez mettre ou commencer à mettre en place quoi? Et on a vu tellement de choses là que c'est comme si on avait évidemment un grand éléphant qu'on voudrait manger en une seule fois. Ce n'est pas possible. Donc, essayez de vous attaquer au sujet le plus simple pour vous et d'en faire une réussite et de se dire, bah tiens, je reprends mon suivi vendeur, je reprends ma découverte financière, je reprends des éléments de la préparation mentale. Voilà. Mais surtout que ça ne laisse qu'une fois entendu tout ça et revu la présentation, eh ben, vous puissiez commencer de l'intention à l'action à vous mettre en ordre de marche si ce n'était pas le cas. Pour ceux qui veulent la vidéo sur nos services, où il y en a qui nous ont demandé des prix, des commandes, etc. Vous avez les emails, les numéros de téléphone ici, on a plein de conseillers, évidemment. Vous avez nos livres blancs, nos podcasts, nos infographies, nos formations en ligne sur tous les sites que vous voyez. Sur Wikimopro, on a repris l'interview de notre journaliste sur les tips de Sébastien Doussain que vous avez par écrit et on vous a mis le lien ici. Donc, comme ça, tout est écrit, vous pouvez le relire tranquillement. Et sur le groupe Se Loger, ben, l'ensemble des articles dont vous avez besoin pour accompagner vos clients. Quand cette présentation va être terminée, on va vous demander de fermer le formulaire et de répondre à 2-3 questions qui nous permettent, comme à chaque fois, de préparer la prochaine webconférence et d'avoir une intervention et du contenu qui correspondent totalement à vos attentes, à vos besoins, de façon à ce qu'on le fasse évidemment pour vous. Donc, n'hésitez pas à nous donner votre avis dès la clôture de cette webconférence. En attendant, eh ben moi, j'ai envie de vous remercier du temps que vous avez passé avec nous ou du temps que vous allez passer pendant le replay. Et puis, merci beaucoup à Sébastien qui a pris de son temps et son temps dans le développement dans lequel il est précieux. Donc, merci beaucoup Sébastien de t'être prêté à l'exercice et d'avoir échangé avec nous. En tout cas, pour nous, c'était un grand plaisir. Et puis, merci à Maëva, Laura, l'équipe CRM et tout ça, qui sont juste là, vous voyez, si vous ne les voyez pas, elles sont ici à côté de nous, dans la salle. Voilà. Et bah, il en faut du travail en amont pour que tout ça existe, les présentations, les invitations et tout ça. Donc, merci à tous. Bonnes affaires. À très bientôt, Sébastien. Et on peut se passer un petit coup de fil là sur WhatsApp. On va t'appeler juste après là. Et puis nous, on vous dit, faites de bonnes affaires en 2023. Merci beaucoup. Allez, au revoir. belle affaire à tous.